RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h, 16h, temps universel et à Dakar. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 3 avril, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, les dégâts matériels de la guerre à Gaza. Pour la première fois, un coût financier est avancé. Toutes ces maisons, ces bâtiments, ces routes réduites en poussière ou en gravats ont déjà coûté 18 milliards 500 millions de dollars. Nous détaillerons ce rapport dans un instant avec Justine Fontaine. Le Sénégal, dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Dès hier soir, le nouveau président a nommé Ousmane Sonko Premier ministre. Le nom des autres membres de l'équipe gouvernementale doit être annoncé d'un moment à l'autre. Et puis en France, des policiers débarquent à la mairie du Havre à la recherche de documents dans le cadre d'une enquête sur l'ancien Premier ministre et aujourd'hui maire du Havre, Édouard Philippe. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Routes, maisons, hôpitaux, réseaux d'eau et réseaux d'électricité. L'ampleur des destructions à Gaza depuis le 7 octobre est gigantesque. Justine Fontaine, pour la première fois, la Banque mondiale donne une estimation chiffrée des dégâts causés par les bombardements israéliens. 18 milliards et demi de dollars de dégâts, voilà l'estimation donnée ce mardi par la Banque mondiale et les Nations unies. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB annuel des territoires palestiniens avant la guerre. Une grande majorité des dégâts, près des 3/4, concernent le logement, ce qui fait que près de la moitié de la population a perdu sa maison ou son appartement. Concernant les autres infrastructures, 90% des routes ont été détruites, plus de 80% des équipements de santé aussi. Le réseau d'eau et d'assainissement est à genoux, il fonctionne seulement à 5% de ses capacités d'avant la guerre. Il n'y a quasiment plus d'électricité non plus. Enfin, les écoles ont aussi été touchées par les bombardements et plus aucun enfant gazaoui n'est scolarisé. Résultat de ces destructions et de la quantité extrêmement faible d'aide humanitaire qui entre à Gaza, plus de la moitié de la population est au bord de la famine, estime la Banque mondiale. Le rapport n'a pu comptabiliser que les destructions intervenues avant la fin du mois de janvier. Ce tableau très noir s'est donc encore assombri puisque la guerre et les bombardements continuent. Justine Fontaine, dans votre journal en français facile, de retour d'une mission d'une semaine dans la bande de Gaza fin mars, le représentant du Fonds des Nations Unies pour les populations parle pour sa part d'une situation humanitaire pire que catastrophique. Il y a 2 jours, 7 humanitaires ont été tués par des bombardements israéliens à Gaza. Hier soir, le président israélien Isaac Herzog présentait ses excuses sincères. Aujourd'hui, l'armée israélienne reconnaît une grave erreur. Et encore un peu plus tard dans la journée, c'est le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui estime que les explications israéliennes concernant la mort de ces 7 travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza est insuffisante et inacceptable. Le journal en français facile. Pour faire face à l'invasion russe, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, veut recruter davantage de militaires. Pour cela, les autorités ukrainiennes décident de baisser l'âge pour mobiliser de nouveaux soldats. Cet âge minimum pour être militaire en Ukraine passe désormais de 27 à 25 ans. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur, elle est applicable depuis hier. Grégory Genevrier, bonjour. Bonjour Adrien. Et depuis que cette loi est entrée en vigueur, certaines informations circulent sur Internet. Ce sont de fausses informations, comme par exemple cette vidéo vue près de 2 millions de fois sur le réseau social TikTok, des images qui montrent des soldats américains en renfort venus prêter main forte à l'armée ukrainienne. Oui, une dizaine de soldats marchant au pas sous un drapeau américain devant une foule de spectateurs. À en croire l'internaute qui l'a publié, cette vidéo montrerait l'arrivée de troupes américaines à Kiev. Une affirmation démentie, contredite par l'analyse des images. En zoomant sur la devanture d'un bâtiment visible derrière les soldats, on peut lire « Tallyna Keslina Poikol », ce qui signifie en français « école primaire du centre de Tallinn ».
Une recherche sur Google Maps le confirme, la scène se déroule sur l'une des routes principales de la capitale estonienne, à 1300 km de Kiev. Mais alors Grégory, que font ces soldats américains en Estonie ? Eh bien pour le savoir, nous avons fait plusieurs recherches sur Internet avec les mots-clés « soldats américains » et « Tallinn ». Cela nous a permis de retrouver la première fois que cette vidéo a été publiée en ligne. C'était le 26 février 2023, soit 2 jours après le défilé militaire célébrant chaque année la fête de l'indépendance du pays. Cette vidéo montre donc des soldats américains déployés, stationnés dans une base de l'OTAN en Estonie, en train de défiler dans les rues de Tallinn. Merci beaucoup Grégory Genevrier dans votre journal en français facile. RFI à Paris, 18h05, sur le continent asiatique. La panique à Taïwan. La terre a fortement tremblé sur cette île de 23 millions d'habitants située en face de la Chine. C'était en pleine nuit. Les habitants ont ressenti un séisme de magnitude 7,4. Au moins 9 personnes sont mortes et plus de 1000 autres ont été blessées selon un dernier bilan des autorités. La politique au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye n'a pas perdu de temps. Quelques heures à peine après avoir été officiellement investi président du Sénégal hier, il nomme dans la nuit Ousmane Sonko Premier ministre. Ousmane Sonko n'avait pas pu être candidat à la présidentielle sénégalaise. Il avait alors laissé sa place à Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau président du Sénégal lui accorde un poste de choix, un rôle clé dans les institutions sénégalaises. Correspondance à Dakar, Léa Lisa Vesterov. Il n'aura pas fallu attendre longtemps, quelques heures à peine, pour connaître la fonction de celui par lequel Bassirou Diomaye Faye est devenu président. Ousmane Sonko, pourtant silencieux tout au long de la cérémonie d'investiture, n'en était pas moins au centre. Acclamé lors de son arrivée, remercié aussi juste après que Bassirou Diomaye Faye ait prêté serment. Sonko Dierediev, merci Sonko, s'est mis à scander la salle de plusieurs centaines d'invités en chœur, attestant ainsi de la stratégie gagnante du leader du PASTEF, celle de laisser Bassirou Diomaye Faye concourir à la présidence à sa place, lui étant inéligible du fait d'une condamnation de justice. Mais pas question de laisser le président assumer seul cette lourde tâche, a clairement rappelé le nouveau Premier ministre dès sa première allocution hier soir. Ousmane Sonko garde ainsi le contrôle de l'exécutif pour réaliser, je cite, le projet de rupture, de progrès et de changement dans le bon sens. Ce projet est celui de tous les Sénégalais, a insisté le Premier ministre avant de promettre la nomination du reste de l'équipe de ce tandem Sonko-Diomaye dans les prochaines heures. Léa Lisa Vesterov, Dakar. RFI. Dans l'actualité française, cette perquisition à la mairie du Havre, des policiers sont venus fouiller et chercher des documents dans le cadre d'une enquête sur Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre français, aujourd'hui maire du Havre. Le PNF, le parquet national financier, a des soupçons, des doutes quant à la bonne gestion de la mairie, mais aussi de la communauté urbaine du Havre, dirigée également par Édouard Philippe. Ce sont des soupçons précisément de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de détournement de fonds publics ou encore de harcèlement moral. Édouard Philippe se défend. Nous sommes à la disposition des magistrats pour démontrer très sereinement toute notre bonne foi que nous avons respecté les règles. Et puis enfin, l'agriculture française, priorité du gouvernement. Un projet de loi d'orientation agricole a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Il renforce en réalité le modèle productiviste, intensif de notre agriculture française. C'est ce que pense et dénonce Jacques Caplan. Il est chargé des questions agricoles et alimentaires au sein de l'ONG Agir pour l'environnement. Face au dérèglement climatique, les paysans sont terrorisés parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront continuer leur culture, s'ils auront des rendements dans 5 ans, dans 10 ans. Et la réponse, au lieu d'être une sécurisation et des pratiques qui s'adaptent au dérèglement climatique, ça a été de dire « on va continuer comme avant, on va tout faire pour renforcer le bon vieux monde industriel qui en fait est incapable de s'adapter au dérèglement climatique. Donc en fait, on fragilise les paysans en faisant ça et on va faire de la démagogie dans le sens de la simplification environnementale. » Jacques Caplan de l'ONG Agir pour l'environnement au téléphone avec Lucille Gimbert. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.